L'histoire de ce soir parle d'un homme qui a passé 5 ans à regarder sa femme essayer de gagner sa place dans la vie de sa fille. Elle a cuisiné ses repas, s'est souvenue de ses préférences, et a toujours été présente pour elle, même quand cette même fille reconnaissait à peine son existence. Et puis, lors de la fête de leur 2e anniversaire de mariage, entourée de tous leurs amis et membres de la famille, sa fille s'est levée, a pris un verre, et a passé 5 minutes à expliquer à toute la salle pourquoi sa femme était une régression évidente par rapport à sa mère décédée. Il n'a pas explosé de colère. Il n'a pas supplié sa fille de retirer ses mots. Ce qui s'est passé ensuite a discrètement détruit tout ce que sa fille pensait obtenir. Accrochez-vous. Ma fille a traité ma femme de régression évidente par rapport à sa mère décédée, lors de notre fête d'anniversaire. Ma femme a retiré le financement de ses études universitaires le lendemain, et ma fille m'a bloqué de partout depuis. Très bien. Alors, je garde ça pour moi depuis quelques semaines, et je me suis dit que je pourrais tout aussi bien le publier quelque part, parce que je n'arrête pas d'y repenser, et j'ai besoin d'en parler à voix haute, ou je suppose par écrit, peu importe. C'est parti. Je m'appelle Kyle. J'ai 42 ans. Je dirige une petite entreprise d'installation de carrelage et de revêtement de sol. Du résidentiel, et un peu de petit commerce. C'est mon truc depuis environ 8 ans. Ce n'est pas très glamour, mais je suis doué pour ça, et ça paie bien. Cependant, depuis environ 1 an et demi, les choses sont un peu plus serrées. Je ne fais pas faillite, mais c'est juste assez serré, pour que la trésorerie soit un vrai sujet de préoccupation. Et j'avais dû repousser quelques grosses dépenses à plus tard. Je suis avec ma femme, Nina, depuis presque 5 ans au total. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans, et nous nous sommes mariés il y a 2 ans. Elle a 39 ans, et travaille comme responsable de bureau pour un groupe dentaire en ville. Elle est stable, organisée, le genre de personne qui se souvient d'une chose que vous avez mentionnée une fois, il y a 6 mois, et qui s'en occupe discrètement, sans en faire toute une histoire. C'est la personne la plus compétente avec qui j'ai jamais été, et je dis cela dans le meilleur sens du terme. J'ai aussi une fille, Brooke. Elle a 18 ans maintenant, et se préparait à entrer à l'université à l'automne. Sa mère et moi avons divorcé, quand Brooke avait 10 ans. Ce n'était pas une rupture dramatique. Nous nous sommes simplement éloignés, comme le font parfois 2 personnes qui se mettent ensemble trop jeunes. Pas d'infidélité, pas de grosses disputes, juste la lente réalisation que nous étions devenus de polis colocataires. Et nous le savions tous les deux. Nous nous sommes séparés en bons termes, et avons coparenté sans trop de friction. Brooke l'a mal pris, mais c'est le cas des enfants, et elle s'adaptait. Elle nous avait toujours tous les deux. Elle passait la majeure partie de la semaine avec sa mère, et le reste avec moi. La routine tenait la route. Puis, 8 mois après que Nina et moi avons commencé à sortir ensemble, la mère de Brooke est décédée. Une rupture d'anévrisme dans son sommeil. Aucun avertissement, aucun signe avant-coureur, rien. Elle est allée se coucher en pleine forme, et ne s'est pas réveillée. Brooke avait 15 ans. Ça a tout changé. Tout le travail d'acceptation que Brooke avait fait autour du divorce, a été enseveli sous le chagrin, presque du jour au lendemain. Et je pense, enfin je ne peux pas en être certain, mais je pense que dans son esprit, le divorce est devenu quelque chose de différent après ça, de plus définitif, de plus injuste. Avant, sa mère était toujours là, toujours une présence. La séparation était douloureuse, mais ce n'était pas permanent dans ce sens-là. Après les funérailles, c'est devenu permanent, dans toutes les directions à la fois. Elle n'avait plus de mère chez qui retourner le week-end. Cet espace de sécurité avait disparu. Elle a emménagé avec moi à temps plein, et le week-end, elle rendait visite à ses grands-parents maternels, pour retrouver un peu de ce lien. Nina savait tout cela dès le départ. Elle n'a jamais essayé de se positionner, comme une remplaçante pour la mère de Brooke. Elle a été prudente à ce sujet, en fait, assez lucide pour comprendre qu'elle trop vite se retournerait contre elle, et que Brooke devait fixer le rythme elle-même. Alors, elle a juste été présente, et a essayé. Elle a appris les préférences alimentaires de Brooke, et a préparé ses repas préférés, sans jamais annoncer que c'était un geste spécial. Elle se souvenait de choses que Brooke avait mentionnées une fois en passant, une émission qu'elle aimait, un magasin qu'elle voulait visiter, et elle les ramenait dans la conversation plus tard, d'une manière qui semblait naturelle, et non forcée. Chaque fois que je rentrais à la maison plus tard que prévu,
elle et Brooke étaient restés seuls ensemble dans la maison, pendant 1 heure ou 2. Et Nina essayait toujours. Elle posait des questions sur la journée de Brooke, et écoutait vraiment la réponse, au lieu d'attendre simplement son tour pour parler. Je me souviens d'une chose précise, qui m'a marqué. Environ 1 an après le début de ma relation avec Nina, Brooke avait mentionné en passant, qu'elle adorerait manger cette soupe particulière que sa grand-mère préparait. Juste un commentaire en l'air. 3 semaines plus tard, Nina l'a préparée de A à Z, de sa propre initiative. Elle avait cherché la recette régionale, et tout le reste. Brooke a dit merci, et est retournée sur son téléphone. C'était tout. Nina a juste hoché la tête, et a nettoyé la cuisine. Ça a été la dynamique pendant 5 ans. Brooke n'a jamais été ouvertement impolie. Elle n'a pas explosé contre Nina, ni dit de choses cruelles en face. Pas à ce moment-là. Elle était juste fermée. Elle gardait Nina à distance, répondait aux questions par de courtes phrases, et évitait les moments en tête-à-tête quand elle le pouvait. Quand Nina lui apportait du café le matin, Brooke disait merci, et retournait immédiatement à son téléphone. Elle a fait comprendre, pas agressivement, mais avec une clarté constante, qu'il y avait un plafond à la proximité qu'elle pourrait atteindre. Et elle n'allait le relever pour personne. Je me suis dit que c'était le deuil. Je me suis dit que Brooke avait besoin de temps et d'espace, et que si je laissais les choses se développer naturellement, il y aurait un déclic un jour. Je ne suis pas intervenu. Je n'ai pas poussé Brooke à être plus chaleureuse. Je ne lui ai jamais dit directement, que Nina méritait plus que le minimum de politesse. J'ai juste continué à attendre, que quelque chose se règle tout seul. Et j'ai continué à faire ce choix, encore et encore, sans vraiment l'admettre. Pour être honnête, je ne voulais pas gérer les conséquences. Chaque fois que j'imaginais avoir une vraie conversation avec Brooke, celle où je lui dis que son comportement envers Nina n'est pas acceptable, et doit changer, je pouvais déjà imaginer comment ça se passerait. Elle se fermerait complètement. Elle aurait l'impression que je choisissais Nina, plutôt qu'elle. Elle s'éloignerait de moi, et je perdrais du terrain. Je reconstruisais lentement notre relation, depuis la mort de sa mère. Alors, j'ai continué à repousser le moment. Je me disais que le moment n'était pas le bon, qu'elle était trop fragile, qu'avec 1 mois de plus, elle commencerait à changer d'attitude d'elle-même. Ce mois de plus, s'est transformé en 5 ans. C'est long pour continuer à prendre la même non-décision, et faire semblant que ça ne compte pas. 5 ans de ça. 5 ans où Nina a essayé, et où j'ai tranquillement laissé les choses échouer. Bref, Nina et moi avons décidé de célébrer notre 2e anniversaire, avec un dîner chez nous. La famille proche, quelques bons amis, peut-être 22 personnes au total, rien d'extravagant. Nina s'est occupée de presque toute l'organisation, ce qui voulait dire que tout était vraiment organisé et à l'heure, ce qui ne serait pas arrivé si j'avais géré ça. De la bonne nourriture, les gens étaient détendus, une énergie sincèrement chaleureuse tout au long de la soirée. J'étais heureux. C'était le genre de soirée où, en regardant autour de la pièce, on a l'impression que les choses vont vraiment bien. Quelques jours avant la fête, j'avais remarqué que Brooke semblait presque de bonne humeur, plus communicative que d'habitude à table, posant à Nina de vraies questions sur la préparation de la fête. Je me souviens avoir pensé, que c'était un bon signe. Je n'y ai pas trop réfléchi. Elle avait déjà eu des éclairs de chaleur, qui n'avaient jamais vraiment mené nulle part, mais je l'avais remarqué. Avec le recul, je pense que je voyais ce que je voulais voir. Brooke était là le soir de la fête. Elle était revenue d'un programme d'année sabbatique à l'étranger, quelques mois plus tôt, et elle était à la maison pour l'été, avant que l'université ne commence à l'automne. Il y a une chose que je dois expliquer d'emblée, car cela devient important plus tard. Environ 2 mois avant la fête, j'avais eu une conversation avec Nina, concernant les frais de scolarité de la première année d'université de Brooke. Mon entreprise traversait une période creuse, pas une faillite, mais assez serrée, pour que couvrir une année entière d'université à ce moment-là, aurait mis une réelle pression sur mes finances. J'ai dit à Nina ce qui se passait, je lui ai demandé si elle pouvait couvrir les frais de scolarité pour la première année, le temps que je remette l'entreprise sur les rails, et je lui ai dit que je la rembourserais, une fois que la trésorerie se serait normalisée. Elle a accepté sans hésitation. Pas de conditions, pas de négociations. Elle avait aussi proposé d'être co-signataire d'un prêt étudiant, si cela s'avérait être la solution la plus simple. Le fait est que, Nina était le ticket d'entrée de Brooke pour l'université cette année,
et Brooke n'en avait aucune idée. Je ne l'avais pas encore dit à Brooke. J'avais toujours l'intention de le faire, mais je repoussais sans cesse le moment, parce que ça me semblait être une conversation bizarre à aborder. Et, il faut que tu saches que ma femme fait preuve de générosité envers toi, et je me disais que je finirais par y arriver. C'était une autre mauvaise décision de ma part. À peu près au milieu de la fête d'anniversaire, Brooke s'est levée, et a dit qu'elle voulait porter un toast. J'ai ressenti un optimisme prudent quand elle a dit ça, car elle n'avait jamais rien fait de tel auparavant, elle n'avait jamais fait l'effort de reconnaître publiquement Nina, ou notre relation. Je me suis dit, d'accord, c'est peut-être enfin le moment. Peut-être qu'elle a assez grandi, pour en arriver là. Nina a croisé mon regard de l'autre côté de la table, et j'ai bien vu qu'elle pensait la même chose. Je me suis permis de croire, pendant environ 30 secondes, que quelque chose de bien se préparait. Brooke a bien commencé, nous a félicités tous les deux, a dit que c'était bien de voir que nous avions réussi à faire fonctionner notre couple, a parlé du fait que les relations demandent de vrais efforts, et que tout le monde ne tient pas la distance. Ensuite, elle a dit à quel point elle était surprise, que son père, c'est-à-dire moi, ait été prêt à continuer d'essayer, malgré les désaccords et les mauvaises passes. C'était encore correct. Un peu ambigu, mais j'ai laissé couler. Puis, ça a dérapé. Elle a commencé à parler du mariage de ses parents, en particulier de la façon dont sa mère et moi nous disputions quand elle était enfant, et comment elle avait toujours cru que, si j'avais vraiment essayé, j'aurais pu sauver ce mariage. Que je n'avais jamais fourni pour sa mère, le même niveau d'effort que j'accordais apparemment à Nina. Je pouvais sentir l'ambiance changer dans la pièce. Mon père a posé sa fourchette. La mère de Nina s'est arrêtée au beau milieu d'une gorgée. J'ai essayé de croiser le regard de Brooke, pour lui faire signe d'arrêter. Elle ne me regardait pas. Elle a continué, en disant qu'elle ne comprenait pas comment j'avais pu choisir d'épouser Nina, après sa mère. Parce que selon son évaluation, et elle l'a dit à voix haute devant une salle pleine de gens qui nous connaissaient tous, Nina était une régression évidente, pas seulement en apparence, mais aussi en intelligence. Elle n'arrivait pas à comprendre ce que je lui trouvais. Et puis, elle s'est tournée, s'est adressée directement à Nina, et lui a dit qu'elle devrait s'estimer heureuse que sa mère ne soit plus là, car si elle l'était, Nina n'aurait eu aucune chance. Puis elle a posé son verre, et est montée dans sa chambre. La table est devenue complètement silencieuse. Nina ne pleurait pas. Elle était juste immobile. Ce genre particulier d'immobilité, où quelqu'un est tellement pris au dépourvu, que le corps n'a pas encore réagi. Je suis allé vers elle immédiatement, je lui ai pris la main, je lui ai dit doucement que ce n'était pas normal, et que j'allais m'en occuper. Elle a hoché la tête une fois, et n'a rien dit. Les gens ont commencé à trouver des moyens polis de partir. Des au revoir rapides. Merci de nous avoir invités. Tout le rituel du départ précipité. Je n'en veux à aucun d'entre eux. Personne ne savait comment réagir, et je n'aurais pas su non plus. Je suis resté près de Nina, pour le reste de la soirée, pendant que les gens partaient. Elle est restée silencieuse tout le temps, sans analyser les choses à voix haute, sans me demander ce que j'allais faire, absorbant simplement la situation. Elle a aidé à débarrasser quelques assiettes de la table, comme si c'était la fin normale, d'une soirée normale. Je n'arrêtais pas de l'observer, pour trouver un signe de ce dont elle avait besoin, mais elle ne laissait rien paraître. Après le départ du dernier invité, elle a dit qu'elle allait se coucher, et elle l'a dit de la façon dont on le dit, quand ce qu'on veut vraiment dire, c'est qu'on a atteint la limite de ce qu'on peut supporter en une soirée, et qu'on a besoin que tout s'arrête. Je me suis assis dans la cuisine, seul, pendant probablement 1 heure. Je n'ai pas allumé la télé. Je n'ai pas regardé mon téléphone. Je suis juste resté assis là. Je n'arrêtais pas de repasser le toast dans ma tête. Chacune de ces phrases. La façon dont la voix de Brooke était restée totalement stable tout le long, comme si elle l'avait répété. Le moment où elle s'est tournée, et s'est adressée directement à Nina, à la fin. Le mot spécifique régression, et la froideur avec laquelle il a été lâché. Je suis monté à l'étage, et j'ai dit à Brooke, qu'elle partirait chez ses grands-parents à la première heure le lendemain. Elle a résisté plus que ce que j'attendais. Elle a dit qu'elle voulait rester, et confronter Nina le lendemain, ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, car c'était elle qui avait fait quelque chose de mal ici. Je lui ai dit qu'il n'en était pas question. J'ai passé les coups de fil cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai préparé son sac, et je l'ai fait partir avant que Nina ne soit réveillée.
Nina n'a jamais eu l'occasion de lui dire quoi que ce soit en face. Je ne suis pas sûr que c'était la bonne décision ou non, mais je ne voulais pas que plus de dégâts soient faits, avant que tout le monde se soit calmé. Un instant. Pour les auditeurs, c'est moi qui interviens, pas Kyle, parce que j'ai besoin que vous compreniez ce qui vient de se passer ici. 5 ans. 5 ans à voir quelqu'un cuisiner ses repas, apprendre ses préférences, et répondre présente, sans recevoir d'applaudissements, ni de reconnaissance. Et qu'est-ce qu'elle obtient en retour? Un discours préparé, lors de la propre fête d'anniversaire de cette femme. Personne n'improvise l'expression régression évidente, devant 22 personnes. On n'invente pas sur le moment une critique à double tranchant, lors d'un dîner de famille. Ce texte avait eu un brouillon. Elle est fondamentalement la Taylor Swift de l'agressivité passive, sauf que Taylor Swift a vraiment du talent. Et ça, c'est sorti directement en streaming, avec 0 critique positive. Bienvenue dans la tournée d'adieu de la princesse. Retour à Kyle. Les jours suivants entre moi et Nina ont été difficiles, de cette manière silencieuse et tendue, qui est presque plus dure qu'une dispute avec des cris. Elle ne m'exigeait rien. Ne me demandez pas de couper les ponts avec ma fille. Ne posez pas d'ultimatum. Elle ne faisait rien de tout ce à quoi j'aurais pu me préparer. Elle absorbait simplement le coup, essayant de digérer ce qui s'était passé à sa façon, en privé, ce qui est la manière dont Nina gère les choses. Et moi, j'essayais de trouver ce que je pourrais bien lui dire, qui ne sonnerait pas faux. Je suis allé travailler ces 2 jours-là, et je n'ai pratiquement rien fait. Je n'arrêtais pas de refaire le même calcul, dans ma tête. Était-ce réparable? Est-ce que je voulais que ce soit réparable, de la manière qui réglerait vraiment le problème? C'est-à-dire, que Brooke comprenne sincèrement ce qu'elle avait fait, et qu'elle soit sincère en s'excusant. Ou espérais-je juste que la tension se dissiperait d'elle-même, comme j'avais espéré que les choses se résolvent naturellement pendant 5 ans? Je tombais toujours sur la même réponse, et je ne l'aimais pas. Je prenais souvent des nouvelles de Nina. Elle me disait qu'elle allait bien, et je pouvais voir qu'elle le pensait, dans le sens où elle ne s'effondrait pas, mais quelque chose avait changé, dans sa façon de se tenir. Plus retenue, comme si elle recalibrait quelque chose intérieurement, et ne voulait pas parler de ce processus à voix haute. 3 jours après la fête, je lui ai parlé de l'arrangement pour l'université, de ce que j'avais mis en place avec Nina pour couvrir les frais de scolarité de Brooke, et du fait que Brooke n'en savait rien. Nina a tout écouté. Puis elle m'a dit qu'elle ne le ferait plus. Doucement, juste une déclaration, pas d'explosion, pas de soit ta fille s'excuse, soit je m'en vais. Juste une limite nette et claire. Je ne pouvais pas la contredire. J'avais regardé Nina essayer pendant 5 ans. Je l'avais regardée se faire rejeter, encore, et revenir quand même, de sa propre initiative, sans me demander d'intervenir. Et on s'attendait à ce que, après s'être levée à notre fête d'anniversaire, et l'avoir traitée de régression par rapport à une femme qui n'était plus en vie, Nina devait remettre les compteurs à 0, et donner l'argent des frais de scolarité. Non, je ne lui aurais pas demandé ça. Je ne l'ai pas fait. J'en ai parlé à Brooke quelques jours après la fête. Elle était contrariée, et une partie de sa colère était légitime. J'aurais dû lui dire plutôt que les finances étaient compliquées, et que Nina était le plan actuel. C'était entièrement de ma faute, et je l'assume. Mais la majeure partie de ce que Brooke a dit, reposait sur l'idée qu'une simple excuse suffirait à tout effacer, et qu'elle obtiendrait quand même ce qu'elle attendait. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Les excuses sont arrivées, environ 2 jours après la fête. Je les ai lues attentivement. J'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait. Ce n'était pas, j'ai dit quelque chose de vraiment horrible, et j'ai honte de moi. C'était, je comprends qu'il y a des conséquences financières, et j'aimerais les limiter. Elle les avait envoyées, après que son grand-père lui a expliqué ce qui était en jeu. C'est à ce moment-là que les excuses sont apparues. Pas avant. Nina les a lues, est restée silencieuse pendant un moment, puis m'a dit qu'elle en avait fini. Pas avec moi. Fini avec tout ce projet, d'essayer de se faire accepter par Brooke. Elle a dit qu'elle avait tout donné pendant 5 ans, et qu'elle arrêtait. Elle ne me demandait pas de choisir un camp, elle en avait juste fini avec cette partie de sa vie. Et elle l'a dit sans aucun drame, ce qui, d'une certaine manière, rendait la chose plus lourde, que si elle avait pleuré. Je lui ai dit qu'elle avait raison. Pause. C'est moi, pas Kyle.
Je veux analyser ces excuses une seconde, parce que tout le monde doit être capable de reconnaître ce schéma au premier coup d'œil. Les vrais remords apparaissent d'eux-mêmes, et coûtent quelque chose à la personne. Les remords pour limiter la casse, apparaissent au moment où quelqu'un explique ce qui est en jeu financièrement, et ne coûte absolument rien. La princesse en tournée d'adieu, est passée directement à la deuxième option, ce qui est d'autant plus ironique, quand on sait que tout son discours, portait sur le fait que son père n'avait jamais fait assez d'efforts. Elle a littéralement construit son argumentaire sur le concept de l'effort, pour ensuite ne faire aucun effort, jusqu'à ce que l'argent soit mentionné. Retour à Kyle. Nina et moi avons eu une vraie dispute, environ une semaine après la fête. Pas sur la question de savoir, si elle avait eu tort de retirer le financement. Elle n'avait pas tort, et je le savais, mais sur ma position réelle. Pas la version que je donnais, la vraie. Je n'avais pas de réponse claire au début. Et elle le voyait bien. Elle a insisté là-dessus. Elle a dit qu'elle ne s'était jamais vraiment sentie soutenue par moi, quand il s'agissait de Brooke, et que pendant des années, elle s'était dit que c'était parce que je protégeais ma relation avec ma fille. Mais maintenant, elle se demandait si c'était plus simple que ça, si ça m'allait qu'elle soit traitée de cette façon, tant que ça maintenait la paix. Elle est allée plus loin. Elle a dit qu'elle avait passé 5 ans, à essayer de construire quelque chose avec Brooke. Et à chaque fois qu'elle heurtait un mur, elle se remettait en question. Est-ce que je force trop? Est-ce que je suis trop présente? Est-ce que je fais quelque chose qui aggrave la situation? Elle avait passé des années à s'ajuster, à recalibrer, et à essayer différentes approches, pendant que moi j'approuvais de la tête, et lui disais, elle finira par changer d'avis. Et à aucun moment, je ne m'étais retourné, pour dire la même chose à Brooke. Pas une seule fois. C'était toujours Nina qui devait s'adapter. Jamais Brooke, qui devait faire un pas vers l'autre. Ça a fait mouche. Je ne me suis pas mis sur la défensive, parce qu'elle n'avait pas tort. L'inaction est aussi un choix. Je l'avais fait encore et encore, tout en me disant que je ne choisissais rien en réalité. Chaque fois que je n'intervenais pas, chaque fois que je laissais passer une autre interaction froide, sans rien en dire à Brooke, je choisissais quelque chose. C'était juste confortable pour moi, de ne pas mettre de mots dessus. Nous n'avons pas complètement résolu la dispute ce soir-là. Nous étions assis aux deux extrémités du canapé, dans un silence qui n'était plus empreint de colère. Le genre de silence qui s'installe, après que la vérité a été dite à voix haute. Et maintenant, les deux personnes doivent trouver quoi en faire. Je lui ai dit que j'étais désolé, de façon spécifique, et non générale. Pas désolé de la façon dont les choses avaient tourné. Désolé pour chaque fois spécifique, où je n'ai pas dit à Brooke ce que j'aurais dû dire. Elle en a pris acte. Elle n'a pas balayé la chose d'un revers de main, ou ignoré mes mots. Elle a juste hoché la tête, et a dit qu'elle avait besoin d'entendre ça. Puis elle m'a dit, qu'elle allait rester chez ses parents pendant un moment, pas me quitter, mais qu'elle avait juste besoin de prendre de la distance avec la situation. Ses parents étaient à la fête. Ils avaient tout vu, et elle voulait être entourée de gens qui comprenaient déjà, sans avoir à tout réexpliquer depuis le début. Je lui ai dit que je comprenais. Je l'ai aidé à porter son sac jusqu'à la voiture, et je l'ai regardé sortir de l'allée. Je suis rentré après son départ, et j'ai mangé sous le coup du stress la moitié d'un paquet de bretzels, debout au comptoir de la cuisine à 23 heures. C'est vraiment le détail le moins pertinent que j'ai inclus, mais c'est aussi le plus honnête. Mon collègue avait laissé des barres de céréales sur mon bureau toute la semaine, comme un animal de la forêt inquiet. Je les avais ignorées. J'aurais dû manger les barres de céréales. Les jours où elle est partie ont été étranges. La maison était silencieuse, d'une façon qu'elle n'avait pas été depuis longtemps. Pas un mauvais silence, juste celui qui vous fait trop réfléchir. J'ai passé les 2 premiers jours, à rattraper les affaires du boulot que j'avais ignorées. Et vers le 3e jour, j'ai rédigé une longue liste de chaque moment au cours des 5 dernières années, où j'aurais dû dire quelque chose à Brooke, et où je ne l'ai pas fait. Je n'ai rien fait de cette liste. J'avais juste besoin de la voir devant moi. Elle était plus longue que ce que je pensais. Yo, temps mort. Laissez-moi intervenir ici, parce que je veux souligner une chose, que la plupart des hommes gâchent complètement à ce moment précis. Elle fait son sac. Tout dans le cerveau d'un mec hurle de faire quelque chose, de dire quelque chose, de créer une crise pour l'empêcher de monter dans la voiture, et Kyle l'aide à porter le sac. C'est tout.
Pas de culpabilisation, pas de dernier discours dramatique, pas de « très bien, alors tu ferais mieux de ne pas revenir ». Juste « je comprends ». Et une main sur l'encadrement de la porte. C'est la vraie version, pas très glamour, de l'art de ne pas aggraver les choses. Elle est revenue. Gardez ça à l'esprit. Retour à l'histoire. Nina est restée chez ses parents, pendant environ 1 semaine et demie. Nous nous parlions au téléphone tous les jours, parfois pendant longtemps, parfois juste quelques minutes, pour prendre des nouvelles. Au bout d'environ 10 jours, j'ai conduit jusque chez eux pour le dîner. C'était un mercredi. C'était gênant pendant les 20 premières minutes, car ses parents étaient à la fête, et ne savaient pas trop comment se comporter avec moi, ce que je comprenais parfaitement. Sa mère avait fait des pâtes. Nous nous sommes tous assis, et à la moitié du repas, c'était juste des gens qui discutaient. Personne n'a directement évoqué la fête. C'était bien. Mieux que bien, en fait. Quelques jours plus tard, Nina est arrivée à la maison le matin, avant que je ne parte travailler. Elle a juste frappé, et est entrée avec sa clé. J'étais debout dans la cuisine, mon sac sur l'épaule, prêt à sortir. J'ai appelé le travail, et j'ai pris ma journée. Nous l'avons passé simplement à être ensemble. Rien de prévu, rien à résoudre, juste exister dans le même espace, sans que ce soit tendu. C'était le premier jour comme ça, depuis presque 3 semaines. Nous avons préparé le petit déjeuner, fait le tour du pâté de maison, regardé une partie d'un film, sans qu'aucun de nous n'accroche vraiment. Cet après-midi-là, elle a dit quelque chose auquel j'ai repensé depuis. Elle a dit qu'elle n'était pas en colère contre Brooke. Elle avait tourné la page. Elle voulait que je comprenne la différence. Pas d'amertume, pas de rancune, juste fini, comme fermer un onglet qu'on aurait gardé ouvert trop longtemps. Elle ne traînait pas ça avec elle. Elle avait juste décidé, calmement, qu'elle ne gaspillerait plus d'énergie dans cette direction, et elle avait besoin que je sache, que ce n'était ni une menace, ni un ultimatum. C'était juste la conclusion, à laquelle elle était arrivée. Je lui ai dit que je comprenais. Et cette fois, je le pensais vraiment, de la façon dont elle avait besoin que je le pense. Nous nous sommes assis sur la terrasse arrière un moment, cet après-midi-là, sans parler, ce qui a l'air bizarre, mais c'était en fait le moment le plus confortable que nous avions passé, depuis des semaines. À un moment donné, elle s'est endormie sur la chaise de jardin, pendant environ 20 minutes. Je l'ai laissée dormir. Ensuite, je lui ai raconté ce qui s'était passé avec Brooke, car je lui avais caché la plupart des événements, pendant qu'elle était chez ses parents. Elle n'avait pas posé de questions, ce qui était une forme de délicatesse en soi. Après que Brooke était partie chez ses grands-parents, j'avais continué à essayer de garder le contact. Des textos, des appels, quelques messages vocaux. Elle répondait au début, bouleversée, défendant toujours sa cause, s'attendant toujours à ce que l'issue soit différente. Puis les réponses sont devenues plus courtes, puis plus rien du tout. J'ai conduit jusqu'à la maison de ses grands-parents une fois, et j'ai frappé à la porte. Son grand-père a répondu, et m'a dit poliment, mais clairement, que Brooke n'était pas prête à me voir. Elle n'est pas descendue. Il m'a tout de même transmis une chose. Ses grands-parents maternels allaient couvrir ses frais de scolarité. Il s'attendait à ce que je les rembourse, quand j'en serais capable. Je lui ai dit que c'était juste, et que je m'y tiendrais, et je pensais chaque mot de ce que je disais. J'étais soulagé, que Brooke ne se retrouve pas sans option. Mais me tenir sur ce perron, et m'entendre dire tout ça par l'intermédiaire de son grand-père, au lieu d'elle directement, c'était une épreuve particulièrement difficile à avaler. J'ai essayé d'appeler d'un autre numéro quelques fois, après ça. Ce n'est vraiment pas quelque chose dont je suis fier. Elle n'a pas décroché. Elle m'a appelé une fois, environ 2 semaines et demie après la fête. J'ai décroché à la première sonnerie. Elle a parlé pendant presque tout l'appel. Elle a dit que je ne l'avais jamais mise en priorité. Que j'avais toujours fait passer Nina en premier. Que ma volonté de continuer à travailler sur mon mariage était la preuve que je n'avais jamais vraiment essayé avec sa mère. Et que c'était pour ça que ce mariage avait échoué. Je voulais répondre à tout ça. J'avais beaucoup à dire, mais elle ne voulait pas d'une conversation. Elle voulait livrer ce qu'elle avait préparé, et en finir. Elle m'a dit qu'elle avait fini de me parler, fini avec tout ça. Puis elle a raccroché, et m'a bloqué partout. C'est la dernière fois que nous nous sommes parlé.
d'accord, attendez. Laissez-moi analyser ça une dernière fois. Sa fille a joué toutes les cartes qu'elle avait. La culpabilisation, l'angle financier, l'angle de la réécriture de l'histoire du divorce, et l'option nucléaire. Elle a perdu sur tous les tableaux. Et sa réponse, après avoir fait un 0 sur 4, a été de se repositionner comme l'héroïne tragique d'une histoire, où le méchant est son propre père, parce qu'il n'a pas laissé sa femme se faire écraser indéfiniment. C'est de la logique pure à la Breaking Bad. Elle a pris toutes les mauvaises décisions, a regardé la situation exploser, et a décidé que le problème venait du cadre moral de tous les autres. Walter White, lui au moins, avait un diplôme en chimie. Quoi qu'il en soit, Kyle conclut. Dernière mise à jour. Cela fait environ 6 semaines, depuis ce dernier coup de fil. Voici où en sont réellement les choses. Nina et moi allons bien. Vraiment bien. Traverser une épreuve aussi difficile ensemble, le genre de choses qui aurait pu y mettre fin, si l'un de nous avait cédé au mauvais moment, et en ressortir du même côté, ça fait quelque chose aux fondations du couple, qu'on ne peut obtenir d'aucune autre manière. Il y a moins d'incertitude maintenant. Nous savons où nous en sommes, d'une manière que 5 ans de navigation tranquille, à eux seuls, ne peuvent pas produire. L'entreprise reprend des couleurs. Quelques gros contrats sont tombés au cours du mois dernier, et si les choses continuent sur cette lancée, je devrais pouvoir commencer à rembourser les grands-parents de Brooke, avant la fin de l'année. J'en ai la ferme intention. Cette dette ne me plaît pas du tout. Quant à Brooke, je suis toujours bloqué de partout. Ses grands-parents ont fait passer quelques nouvelles, par l'intermédiaire d'un contact familial commun. Elle est installée à l'école, et elle s'en sort bien d'après ce qu'ils peuvent voir. J'en suis heureux. Je ne reste pas les bras croisés, en espérant qu'elle galère quelque part. Je ne monte pas de dossier contre elle, dans ma tête. C'est ma fille, et je l'aime. Elle a fait le choix de couper les ponts, et je ne vais pas m'obstiner face à une porte fermée. Voici la partie que j'ai dû vraiment accepter. Je n'en veux pas totalement à Brooke, pour ce qu'elle est devenue dans cette histoire. Elle a perdu sa mère à 15 ans, d'un coup, sans aucun avertissement. C'est une blessure qui n'a pas de délai de guérison précis. Une partie de sa froideur envers Nina au fil des ans, une partie de son ressentiment. C'était un deuil réel, et pas juste le caprice d'une enfant gâtée. J'ai laissé cette croyance me garder passif, pendant beaucoup trop longtemps. J'aurais dû avoir des conversations difficiles avec elle, il y a des années. J'aurais dû mettre au clair, que Nina n'était pas une cible pour cette douleur. Je ne l'ai pas fait. C'est de ma faute. J'ai aussi dû faire face à la version des faits, où j'imagine dire à une Brooke de 15 ans, qui vient tout juste de perdre sa mère, qu'elle doit mieux traiter la nouvelle petite amie de son père. Et je comprends pourquoi je ne l'ai pas fait à l'époque, mais 15 ans est devenu 16 ans, puis 17, puis 18. À un moment donné, l'excuse du deuil a cessé de justifier l'ensemble du comportement. J'ai continué à l'appliquer quand même, parce que c'était plus facile que l'alternative, mais le discours lors de la fête, ce n'était pas le chagrin qui débordait, dans un moment incontrôlé. Elle a regardé directement Nina, quand elle l'a prononcé. Elle a choisi chaque mot, et s'attendre à ce que ma femme encaisse tout ça, et paie quand même les frais de scolarité, comme si de rien n'était. Cette attente a révélé quelque chose, sur ce que Brooke pensait que son entourage lui devait, peu importe la façon dont elle les traitait. Comme si certaines personnes, étaient tout simplement obligées de continuer à être là pour elle, quoi qu'il arrive. Je n'en tire aucune amertume. Je suis juste lucide, d'une manière que je n'étais peut-être pas, avant tout ça. Il y a quelque chose de clarifiant, dans le fait de traverser une situation où vous ne pouvez plus rester neutre, où chaque choix que vous faites, est visible et compte. J'avais opéré dans le brouillard du peut-être que ça va s'arranger, pendant si longtemps, que j'avais oublié ce que ça faisait, de prendre simplement une décision et de l'assumer. De mon côté, la porte est toujours ouverte, si jamais elle décide de la franchir. Ça ne changera pas. Je suis son père, et il n'y a pas de bouton pour désactiver ça. Mais je ne reste pas non plus dans le couloir à attendre. Nina est là. Nous allons bien. Et cette chose que j'ai continué à protéger à moitié pendant 5 ans, sans m'y engager pleinement, je m'y suis engagé au moment où ça comptait vraiment. Mieux vaut tard que jamais, j'imagine. Qu'auriez-vous fait à ma place? Écoutez, Kyle ne va pas gagner le prix du père de l'année, pour avoir laissé les choses dériver aussi longtemps. Il l'a dit lui-même.
Mais quand le moment a compté, il n'a pas cédé. Il n'a pas sacrifié sa femme, pour maintenir la paix. Il ne s'est pas obstiné, face à une porte fermée. Beaucoup de gars dans cette situation, auraient craqué immédiatement. Pas lui. Est-ce un dénouement douloureux? Évidemment. Mais il est toujours debout, toujours marié, et il ne s'excuse pas de la tournure que les choses ont prise. Laissez vos impressions ci-dessous. A-t-il bien géré la situation, ou est-ce quelque chose qu'il va regretter? Abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait.